Depuis 3 ans, je travaille sur le phénomène de décorporation à travers le prisme des neurosciences. La décorporation, c'est le fait d'imaginer qu'on sort de son corps pour capter des choses qui sont inaccessibles à nos sens matériels. Ce phénomène de décorporation, il est à la fois mesurable et il est aussi réplicable. Nous le faisons tous les jours en laboratoire et dans quelques minutes, nous ferons une expérience de décorporation devant vous. Tout a commencé comme un jeu auquel aucun de nous deux ne croyait. J'étais à une séance de signature d'un des livres de Paul Jane, qui est auteur de science-fiction. Alors, je me permets. Hem, donc il était venu et là, il m'a dit, «Mais attends, mais tu y crois pas à tout ça?» Et il venait de lire un de mes livres, Within and Without, et il disait: «Mais attends, tu y crois pas à tout ça?» Et là, je lui ai dit: «Bah, pourquoi pas?» Et lui, il était là, il me disait: «Mais, c'est faux. Moi, je suis scientifique, je sais que c'est faux». Et là, du coup, je lui ai posé la question: «Tu dis que tu es scientifique, d'accord? Bah, doute, doute». Et du coup, De cette discussion, j'ai commencé à travailler sérieusement sur la décorporation. Et au début, j'y travaillais, pas parce que j'y croyais, mais parce que je voulais lui prouver qu'il avait tort d'y croire. Et donc, j'ai commencé à lire des témoignages, et la plupart de ces témoignages nous viennent de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Une expérience de mort imminente, c'est quand quelqu'un qui est plongé dans un coma profond, ou quelqu'un qui est déclaré en situation de mort clinique, nous revient. Ça existe. Et la plupart de ces personnes témoignent que elles ont eu le sentiment à un moment de survoler leur corps et de voir ce qui se passait autour d'elles. Une fois que j'ai lu ça, j'ai commencé à me renseigner sur les premières études sérieuses qui sont sur le sujet de la décorporation. Ces témoignages en étaient le point de départ et c'était il y a un peu plus de 30 ans. En 1992, on a les travaux de Shellman qui montrent que des enfants les yeux bandés peuvent, dans une pièce, trouver des objets qui ont été cachés à leur insu. Ces travaux-là, ils ont été répliqués depuis de nombreuses fois. Et on a les premières applications qui commencent à apparaître, les applications pratiques. En 2017, on a le professeur Razia May à Chicago qui a entraîné une équipe de pompiers à essayer de déterminer si un immeuble en feu contenait des blessés à aller sauver. Il avait des taux de réussite de près de 70%. alors, petit moment, heu, tout le monde ferme les yeux, ferme les yeux. Ouais. Et imaginez que vous êtes sur une plage que vous connaissez, vous sentez le soleil, vous entendez le bruit de la mer, le vent. Tu peux rouvrir les yeux. Là, pour certains d'entre vous là, vous vous êtes sentis ailleurs. Pendant quelques instants peut-être, vous avez l'impression que vous étiez sur une plage, qu'il y avait vraiment le soleil, qu'il y avait vraiment le vent, qu'il y avait vraiment la mer et bon, vos corps, ils étaient ici. Oui, mais c'est exactement comme ça, la sortie de corps. C'est cette impression. Du coup, à la lumière des recherches que j'ai faites, j'étais perturbé parce que je ne pouvais pas y croire et en même temps, j'arrivais pas à comprendre comment autant de personnes d'horizons si variés pouvaient participer à une telle machination. C'est là que j'ai appelé Paul pour lui présenter mes travaux, puisqu'il en était le début, et pour l'inviter à m'accompagner dans mes recherches. Ensemble, on a identifié 2 facteurs qui revenaient dans tous les témoignages, des points communs si vous voulez. L'arrêt total des fonctions physiques, puisque les personnes qui vivaient une expérience de mort imminente n'avaient plus aucune fonction physique, et une forte image de ce qui allait se passer. C'est-à-dire que dans tous ces témoignages, les personnes qui ont dit avoir vécu une expérience de décorporation, ce sont des personnes qui croient en l'existence de l'âme. Donc des personnes qui pensent que quand elles mourront, elles s'élèveront au-dessus de leur corps et elles verront ce qui se passe autour d'elles. Donc on a identifié 2 facteurs qu'on va pouvoir tester expérimentalement. On le fait en laboratoire, on va le faire devant vous. Le premier, c'est l'apnée, puisque ces personnes-là, elles ne respiraient plus pendant leur expérience.
Et le deuxième, c'est l'imagination. Le simple fait d'imaginer qu'on sort de son corps. Apnée, imagination. Le protocole expérimental, il est très simple. On a un cube rempli d'eau pour maintenir le sujet en apnée. Un objet qui va être choisi parmi vous au hasard et qui sera placé dans une boîte qui sera ici. Le sujet ne verra pas l'objet à l'intérieur de cette boîte. Il sortira de son corps, il imaginera qu'il sortira de son corps. Il ira jusqu'à l'objet, il verra quel objet c'est, il réintégrera son corps. Et une fois qu'il aura fini cette expérience, s'il nous dit le bon objet, c'est un succès. S'il nous dit le mauvais objet, c'est un échec. Le reste, c'est l'affaire des statistiques. Je tiens à préciser juste une chose avant qu'on commence. C'est une expérience qui ne présente aucun danger. Paul ne va aucunement tenter de vivre une expérience de mort imminente. Ça, c'était les points de départ de notre recherche. Tout ce qu'il va faire, c'est retenir sa respiration, l'apnée, et imaginer qu'il sort de son corps, l'imagination. Vous avez sur vous des objets, dans vos poches, dans vos sacs. Je vous demande de penser à ces objets que vous avez à disposition, parce que dans un instant, quand Paul aura la tête plongée dans l'eau, vous pourrez sortir cet objet auquel vous pensez au-dessus de vos têtes. Ne le faites pas tout de suite parce qu'il peut voir, mais pensez-y. Paul, c'est quand tu veux. Vous allez voir qu'il ne va pas bouger, son corps va rester immobile, et pourtant, dans quelques instants, il sera en capacité de nous dire quel objet aura été placé à l'intérieur de cette boîte. Vous pouvez sortir les objets que vous avez, que vous avez choisis. Prenez chacun un objet au-dessus de votre tête. Et madame, si vous pouvez vous déplacer et choisir un objet. Comme ça, je n'influe pas dessus sans faire exprès, involontairement. Choisissez-le et vous pouvez le placer dans l'emplacement, dans la boîte. Là, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Et pourtant, Paul est probablement déjà sorti de son corps. Il se déplace, il va vers l'objet, et il profite à la fois de l'apnée et de l'eau froide sur sa tête pour se détendre. On ne voit rien. Si on avait pris ces constantes, on pourrait voir que sa température a baissé autour de 33 degrés, la température de son corps. C'est une hypothermie légère. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, le bras qui tourne, ça arrive. Et vous verrez que ses battements de cœur sont autour de 30 BPM. Donc c'est assez bas, mais c'est pas non plus zéro. Euh, euh, j'ai vu quelque chose qui est bleu. Euh, j'ai du mal à. Je suis pas sûr. C'est c'est une, c'est ah, je sais pas le mot. C'est quelque chose dans lequel on met du liquide. C'est, ouais, je sais pas. Quelque chose dans lequel on met du liquide bleu. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, on avait prévu, au cas où, que si jamais ça marchait pas, c'est une expérience qui marche à 92% du temps. Donc on avait prévu le temps de le faire une deuxième fois. Je sais pas si on peut le tenter une deuxième fois pour le plaisir. Pour le plaisir. Merci Paul.
La personne à qui le flacon appartient peut venir le récupérer dans la boîte. Vous pouvez tous sortir les objets au-dessus de votre tête. Merci, vous pouvez retourner à votre place. Merci. La deuxième fois, en général, c'est un peu plus facile. C'est parce que la première fois, ça lui a servi à se détendre. Et quand il rejoint son corps, ses battements de cœur, la température de son corps ne remonte pas immédiatement. Euh, alors, la couleur est assez noire, mais euh, je, je ne sais pas, peut-être. euh, ah, non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas bien vu, je crois. Ok, on peut le faire une dernière fois si tu veux. Ouais, allez, on refait. Antoine. Parce que j'aimerais pas terminer sur un échec, c'est juste ça. Je suis désolé que ce soit pas prévu. Enfin, tout va bien, Paul, détends-toi tranquillement. S'il vous plaît, j'aurais besoin du silence dans la salle pour qu'il puisse se concentrer. Merci. La personne à qui le gant appartient, vous pouvez venir le récupérer. Et vous allez choisir le dernier objet. Attendez que Paul ait mis la tête dans l'eau. Vous pouvez y aller. Là, j'ai peur avec le stress que ça fonctionne pas, mais on a peut-être dû s'arrêter sur la première fois. Vous pouvez montrer à tout le monde? Merci. Je trouve que ce qui est vraiment troublant dans cette expérience, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il ne se passe rien. Tout se passe dans sa tête. Il suffit de l'imaginer. Là, c'est beaucoup plus clair. C'est rouge, c'est un bonnet rouge. C'est un bonnet rouge. C'était à qui?
Ok, merci beaucoup. Bon, concrètement, on vous en a fait la preuve, ça marche. Et les implications de nos travaux, elles sont colossales. Il y a 150 ans, il y a 150 ans, on pensait que le monde, il était régi par la mécanique classique, newtonienne. Et puis on a eu les apports de la physique quantique qui sont venus chambouler tout ça. Aujourd'hui, nos travaux, ils ébranlent tout l'édifice de la physique matérialiste contemporaine. La plupart des scientifiques commencent à s'en rendre compte. Les travaux de physique antimatérialiste, ça s'appelle la physique antimatérialiste, ces travaux-là se multiplient. Sur la décorporation, il y en a aussi qui travaillent sur la télépathie. Une théorie en cours d'élaboration, c'est que la communication verbale, ce serait une forme de communication télépathique, puisque quand on parle, ça veut tellement tout et rien dire, que si deux personnes se comprennent, c'est nécessairement qu'il s'est établi une forme de lien télépathique entre elles. Ce qui est fou, c'est que ce lien, il est complètement nié par toute la physique matérialiste. Mieux encore, on peut presque communiquer sans parler. Alors, hem, peut-être pour conclure, heu, David n'est pas scientifique, je ne suis pas auteur, je ne suis pas anglais et je ne m'appelle pas Paul. Alors pourquoi tout ça? Pourquoi ces personnages? Pourquoi cet accent? Je ne sais pas vraiment. Hem, Est-ce que c'est parce qu'on a envie de prévenir contre, les pseudosciences et les croyances néfastes? Bah, oui, c'est vrai, mais c'est pas pour ça qu'on a fait ça. Je pense pas. Mais c'est vrai qu'on veut prouver ça. Hem, Est-ce que c'est pour encourager, comme plusieurs des personnes qui viennent d'en parler ce soir, est-ce que c'est pour encourager chacun d'entre vous à oser se donner complètement à des expériences qui ont l'air très bizarres parce qu'on en tire quelque chose? Je crois que oui, mais je crois que c'est pas juste pour ça qu'on est là. Au fond, donc David et moi, on était ingénieurs de formation et je pense qu'on s'est sentis tous les 2. Je parle pour nous 2. Heu, on a tous les 2 souffert un peu de regretter de se cantonner à ce qu'on pouvait contrôler et on a fait l'expérience du fait que c'est justement quand on fait des choses dont on ne sait pas où elles vont, dont on ne sait pas comment ça va se terminer, dont on ne sait pas si ça va marcher ou pas, qu'on vit le plus de choses et c'est pour ça qu'on avait appelé ce talk: «Vos expériences changent le monde où vous vivez». Parce que vraiment la manière que vous avez de prendre ce qui vous arrive, vous change et en vous changeant, vous changez votre monde. Merci à tous.